Bonjour Piero de la Luna, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à cette version édition 2023. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi et ton prénom, tu peux commencer, après c'est ton parcours artistique. Mon prénom dans la vraie vie c'est Pierre Hugues et mon pseudonyme c'est bien Piero de la Luna que j'ai choisi parce que quand j'étais dans la cour d'école, enfant, tout le monde m'appelait Pierrot, c'était plus simple. Et plus tard, quand j'ai dû choisir un pseudonyme, j'entendais souvent la chanson Hiro de la Luna. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais changer le Hiro espagnol, H-I-R-O, en P-I-E-R-O, c'est-à-dire le Pierrot raccourci. On enlève un R, on enlève le T à la fin. Et voilà, c'était ce symbole-là qui me retenait vers l'enfance et qui me donne aussi de l'inspiration. Et ton parcours artistique et poète Alors, j'ai commencé à écrire, j'avais 15-16 ans, mais mon amour de la lecture était déjà là bien avant. Depuis tout petit aussi, j'aimais pas les récitations à apprendre par cœur, mais j'aimais bien lire un texte en classe. Même devant les autres élèves, ça ne me gênait pas ça. Alors que j'étais timide dans le reste de ma vie. Donc j'ai dû faire un parcours en amateur vers le théâtre, la radio, je fais de l'animation pendant 15 ans. Et puis le théâtre, ça m'a aussi imprégné. J'ai écrit une pièce, j'ai fait de la mise en scène. Et tout ça a été formateur aussi pour mes lectures à voix haute devant le public. Et je pense aussi que du coup, mes écrits sont allés vers quelque chose qui se lit à voix haute plus facilement, quoi. Comment tu écris, construis, crées ta poésie, tes poèmes? J'attends, je pense que le poème vienne de lui-même quand il est mûr en mon esprit quelque part. Et souvent, il coule d'une émotion particulière. Et il va chercher vraiment à l'intérieur de moi ce qu'il y a à dire autour de ça. Mais comme j'attends que le poème soit mûr en moi, je ne le déclenche pas, je ne le cherche pas en fait, c'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui à un moment donné me dit tu dois écrire. Ça peut m'arriver aussi devant une œuvre d'art. Je suis subjugué par une œuvre, j'ai l'impression que je suis capable d'aller à l'intérieur de l'œuvre, ça m'attire. Et là, si j'ai pas un papier, un crayon, je m'empresse d'aller en chercher un et j'écris un poème qui tombe en quelques minutes. C'est captivant aussi ce qui arrive. Et quand je restitue le poème en public, j'ai l'impression que l'émotion première que j'ai eue, elle est toujours là. Mais elle continue à s'alimenter aussi de ma vie qui s'augmente, de l'expérience et de la relation que j'ai à ce moment-là aussi avec le public. Ça peut être aussi si je suis accompagné par un musicien qui est capable d'improviser par exemple à côté de moi, eh bien ça porte le poème encore plus haut. Et ce sont des expériences qui me nourrissent et qui m'enrichissent. Et maintenant j'ai pas peur de la page blanche, j'attends juste que le poème il fasse toc toc à la porte. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors les auteurs qui m'ont marqué, c'est peut-être en tout premier Arthur Rimbaud, et puis Baudelaire, et puis Verlaine, tous ces poètes classiques qu'on nous a enseignés, enfin classiques, à peine. Ils ont remué quand même ciel et terre pour écrire. Ces poètes-là où ils vont commencer à m'intéresser à la poésie. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. À un moment donné, par exemple, je lisais du Francis Ponge et j'avais envie d'écrire comme lui, quoi. De prendre un presque rien, là, devant moi, une plante, n'importe quoi, et puis de partir dedans, comme si c'était un univers entier, et qu'on puisse, avec les mots, faire un poème très long, presque un fleuve. Donc ça, c'est des choses qui marquent comme ça.
Mais voilà, je suis capable de me sentir absorbé dans la littérature de n'importe quel poète pourvu qu'il me touche. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? La poésie actuelle francophone, pour moi, elle est variée, elle est presque explosive par moments, et ça me... Enfin, j'essaie d'écouter, de lire la poésie que les jeunes transmettent aujourd'hui, mais aussi des mouvements qui ont démarré quand j'avais peut-être 16, 18 ans, et qui aujourd'hui fleurissent toujours, et puis aussi la poésie d'antan. Mais je suis à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui s'écrit aujourd'hui, de ce qui se lit à voix haute aussi, parce que c'est souvent comme ça que j'ai le contact. Et j'ai pas peur de m'en imprégner, parce que tout est source pour moi. Enfin, ça vient là, ça va bouillonner, ça va se mélanger, ça va... Et puis un jour, quand le poème est mûr, justement, ça va être imprégné de un peu tout ce que j'aurais capté. Donc oui, je vais être ouvert pour la poésie, de toute façon, et quelle qu'elle soit. C'est important. La traduction. La traduction. Est-ce que j'ai une histoire avec la traduction? Un peu, parce que j'avais choisi la langue allemande plutôt que l'espagnol en deuxième langue. Peut-être parce que je me disais l'espagnol ça va être plus facile et je l'apprendrai plus tard. Alors là je suis en train de l'apprendre aujourd'hui, c'est tard dans ma vie, mais voilà. Et l'allemand, en fait, par le biais d'un jumelage pendant quelques années, j'ai pu expérimenter aussi ce que j'entendais de la poésie en allemand. Et ça m'a intéressé d'essayer d'écrire en allemand avec ma propre traduction. Mais c'était plus un jeu qu'autre chose. Mais voilà, les langues me passionnent quand même. Et j'aime le son des langues. J'essaie de capter dans le son des langues ce qui pourrait être de l'ordre de l'émotion intime. Alors peut-être que je me trompe et que je ne sais jamais ce qu'il dit vraiment, sauf à regarder les yeux de celui qui dit, ou essayer de capter vraiment son émotion pure. Peut-être que ça va me dire quelque chose du texte. Peut-être que je vais capter un mot que je connais déjà et qui va me dire aussi où on en est dans le poème. Et puis après, si je lis la traduction, je me suis trompé là. Ah oui, mais là, j'avais saisi quelque chose. Ça me passionne, quelle que soit la langue. J'aimerais bien trouver des moyens de comprendre un peu de chaque langue en faisant des ponts, parce que parfois, il y a des mots qui sont d'une langue à l'origine, mais qui sont utilisés dans une autre langue, etc. Tout ça, c'est... Et puis je sais pas, c'est peut-être aussi les sons, la musique des mots. Cette musique des mots, je l'ai dans mes poèmes. Je suis pas musicien, j'arrive pas... Je sais pas comment faire pour être un bon musicien si j'essaye. Enfin, c'est compliqué pour moi. C'est très compliqué. Je sais pas, peut-être qu'il faut trop faire attention aux notes, ceci, cela. J'en suis incapable. Mais par contre, toute la musique, je pense qu'elle porte mes mots en moi aussi. Et tu peux parler un petit peu de tes autres casquettes aussi? Mes autres casquettes, dans le domaine de l'art peut-être. Dans le domaine de l'art, il y a le dessin, il y a la peinture, et puis il y a aussi le fait de pouvoir exprimer parfois l'œuvre des autres. Ça me passionne aussi, ça fait partie de mes casquettes. J'ai pas peur de prendre un poème de quelqu'un à n'importe quel moment et puis de plonger dans le poème en l'espace d'une ou deux minutes seulement. D'être déjà à sa rencontre. J'aime ces choses-là. Et puis qu'est-ce que je sais faire d'autre dans l'art? Ah oui, j'ai travaillé un peu la terre. Le volume qui vient sous tes mains, c'est quelque chose de vraiment magique. Je ne savais pas qu'en 3 dimensions, je pouvais être capable aussi. Mais quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, alors je veux faire un objet qui ressemble à ce que j'imagine en réalité, et j'y parviens bien, et je me dis, waouh, mais peut-être qu'il faut que j'aille plus loin, et que je fasse des formes plus informes, des choses plus abstraites, mais qui correspondent à ce que mes doigts ont envie de modeler.
Donc ça aussi, c'est impressionnant. Ce sont, comme on dit, les deux mondes carrément séparés, ou bien ils sont mélangés, ils sont chevauchés. Est-ce qu'on voit dans ta poésie, par exemple, tes peintures, dans tes peintures, sûrement on voit ta poésie? Ben, ça se chevauche parce que ma poésie, elle, comment dire, elle court dans la nature, dans ma nature, j'allais dire milieu aussi. Elle court dedans, elle est issue de tout ce qui est naturel pour moi. Et par exemple, hier, j'ai fait la montée de Saint-Clair, ici à 7, et j'ai emprunté des marches d'escalier. Et depuis que je fais des chemins, parce que je fais des chemins aussi, ben voilà, voir les choses à la vitesse du pas, ça permet de pratiquement poser ses pensées et peut-être écrire presque des poèmes futurs. Et je m'attache à lire les pierres que je vois sous mes pas. Ça permet aussi de se concentrer sur le chemin en lui-même, et surtout quand tu es dans des escaliers, comme là c'est le cas, tu vois bien les marches devant toi parce qu'il faut que tu poses ton pied au bon endroit, et tu lis des choses dans la pierre. La pierre, elle est sûrement vivante, et puis elle a vu passer plein de pas, elle s'est usée à certains endroits, et j'ai l'impression que je mets le pied au même endroit que quelqu'un dont l'âme est restée quelque part, à flotter. Voilà, des idées comme ça. Et donc, je me sens relié à la nature quand le poème est libre de venir sur le papier. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Alors, le premier recueil publié, c'est quand j'avais 23 ans. J'avais entendu une pub à la radio, une célèbre radio, RTL. Et c'était un éditeur qui pouvait, voilà, c'était la Pensée universelle, et il pouvait facilement t'éditer. Donc j'avais demandé à ma banque un petit emprunt, et puis j'ai été édité à la Pensée universelle. Puis après, je me suis aperçu que c'était une grosse machine, une grosse machine à pilonner des livres, parce que le contrat, c'est 1000 exemplaires, tu vois. Et j'ai reçu une lettre, peut-être 2 ans après la publication, où c'était indiqué soit vous venez chercher vos livres chez nous, à telle adresse, chez l'imprimeur en fait, soit ils s'en vont au pilon. Bon, j'ai pris ma petite auto, et puis je suis allé chercher tous mes livres, je les ai mis dans le coffre, je suis rentré avec. Alors, c'est le premier recueil, j'en suis pas forcément très fier aujourd'hui, parce qu'il était dans la tristesse, mais dans cette tristesse dont j'avais besoin. Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que ça s'extirpe. Et puis après l'écriture a évolué vers quelque chose de lumineux, parce que j'ai aussi, je pense, dans ma vie, une recherche spirituelle qui continue. Voilà. Donc je ne peux pas non plus renier ce que j'ai écrit, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais c'était le premier recueil, voilà, j'avais 23 ans. Et puis le second recueil, il a mis du temps, parce que c'était un peu une blessure aussi de s'être fait arnaquer de cette façon. Et donc j'avais une mauvaise idée des éditeurs en général, du coup. Et puis j'allais près de Châteaubriand, à Derval précisément, chez un ami journaliste qui a trempé aussi dans l'édition d'ailleurs. Mais à l'époque où je l'ai rencontré, il n'était pas éditeur encore. Mais il faisait des petites rencontres chez lui dans son grenier. On poussait la paille dans les coins pour pouvoir s'asseoir, et puis on passait les uns après les autres faire des lectures. Il y avait aussi des jongleurs, il y avait un peu de tout, des clowns. On s'amusait comme des fous pendant toute une nuit presque. Et quand on redescendait et qu'on avait envie de grignoter quelque chose, il nous faisait cuire les châtaignes dans la cheminée. Il y avait ces recueils qui étaient étalés, et c'était indiqué édition du Petit Véhicule à Nantes. Et donc, en échangeant avec lui, il m'en avait fait un petit peu la promo. Et puis moi, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, voilà. Et puis c'est passé 20 ans peut-être. On s'est pas revu avec Filtruc. Mais je suis arrivé sur Nantes vers les années 2009, à peu près par là, 2008-2009. Et puis j'ai écumé un peu les scènes slam. Et puis oui, c'est vers la fin 2009. J'étais au petit théâtre TNT
terrain de théâtre à Nantes. Et il y avait un monsieur bien campé en début de scène qui récitait du René Guicadou. Et moi je suis passé après lui sur la scène. Après il y a eu une pause. Je m'installe tranquillement pour boire un petit verre sur une table ronde. Et puis ce monsieur qui avait fait l'entrée de scène, il arrive devant moi, il se pose en mettant ses mains sur le rebord de la table, puis il dit « Bonjour, je me présente, Luc Vidal, des éditions du Petit Véhicule à Nantes. Ce que vous faites, c'est de la poésie. Si vous avez autre chose, je veux bien vous éditer. » Et j'ouvre des yeux grands comme ça, et je lui fais « Ça fait 20 ans que je vous cherche, monsieur. Votre adresse est là, dans mon petit cartable de poèmes. » Voilà comment a commencé l'histoire avec Luc Vidal. Et donc le premier recueil que j'ai sorti chez lui, qui s'appelle Rêves avérés, eh bien il commence par le poème que j'ai récité sur scène et qu'il avait trouvé magnifique et grâce auquel voilà, je suis entré chez lui. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait à la chinoise, la reliure avec le fil de couleur que tu choisis par rapport à ta couverture, je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc ça a pris du chemin aussi tout ça. Mais aujourd'hui j'en suis au 6e recueil de ma vie. Je suis pas mécontent. Puis ça va continuer. Est-ce que la poésie, l'art est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? J'ose espérer que c'est une nécessité pour les autres. Parce que moi et les autres, c'est l'ensemble des humains, quoi, moi et les autres. Donc je me compte parmi eux, et puis moi c'est une nécessité. Donc je pense que on a tous une intelligence à peu près semblable et que on doit avoir quand même en nous cette nécessité sous une forme peut-être différente pour chacun. Mais oui, j'ose espérer ça. Tu viens souvent au Festival de Sète Ah non, c'est mon premier Festival de Sète. D'accord. Ah oui. Est-ce que tu peux donner tes impressions du Festival de Sète? Mes impressions du festival, c'est passer les 2 premiers jours, parce qu'il y avait la fatigue de la route la veille, et puis un peu la chaleur écrasante au départ. Et passer ça, c'est quand même de l'émerveillement. Ce qui m'avait un peu manqué, de l'émerveillement et puis des rencontres déjà qui sont passionnantes et qui vont aussi enrichir mon parcours futur. Tu fais des lectures aussi? Oui, je fais des lectures à voix haute. Alors là, je vais être invité demain. C'est vers 18h45 jusqu'à 19h30 sur tu vois là, la place du Poufre. Et je vais pouvoir lire quelques poèmes à voix haute. Voilà. J'ai été inscrit in extremis en fait. Parce que j'ai senti que Luc, quand il m'en parlait, ça serait peut-être son dernier festival à Sète. Ça faisait longtemps qu'il m'en parlait, ça faisait des années. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être pas manquer ça si jamais il s'arrête. Alors je lui ai proposé 15 jours avant le festival. Dis Luc, tu voudrais pas que je t'accompagne là-bas? Et tout de suite, ce qu'il m'a dit, tu pourrais conduire ma voiture? Mais oui, bien sûr. Donc voilà, il avait besoin, je crois, aussi d'aide un petit peu parce qu'il fatigue. Il fatigue, mais il ne veut pas s'arrêter comme ça. Pas en si bon chemin. Merci beaucoup, Pierrot. Merci, je t'en prie. On dit que j'ai gravi, marche après marche, l'escalier vers le Mont-Saint-Clair. Je m'attache à lire, me relie à la pierre où mon pied reposera. Forme, usure, trace, des pas du passé, des âmes qui vous guident. Le poème de la rencontre avec Luc Vidal. Café du matin. Café du matin, serré, noir, dans une tasse bleue. Le bar en zinc. Une dame en livrée chocolat velours garde son chapeau à bord clafoutis. Un homme, cheveux crépus, métis, parasé, siffle un ballon de rosée. Un autre, Tintin bourru de cuir noir, sa bière
ni blonde, ni ambrée. Café du matin, à peine sorti de ma nuit, je savoure les premières allures du jour. Ça parle de tout, ça parle de rien. On n'en est pas à refaire le monde, ce sera pour le soir, au même comptoir. On n'en est qu'au café du matin. Ce sera pour le soir, leur tête pleine d'espoir. Une petite tasse bleue, le bar en zinc. J'ai ouvert mon stylo dans ce vieux bistrot où traînent partout de vieilles histoires. Un coup de chiffon sur le bar, les murs se souviennent. Des éclats de rire et de voix. Café du matin, tant d'émotions pour rien. Sur mon papier, je trace le mot de la fin. Vous reprendrez bien un dernier rêve. Ose-le. Au-delà des vitres de glace, qu'un soleil pâle infiltre, sur des canapés obliques assis, tes rêves se posent et demeurent endormis. Tes rêves se posent au sud d'un pôle où jadis tu frémis, sur des canapés obliques, ce que portent tes épaules, souvent tu l'oublies. Au jour d'une autre vie, qu'enfin les vitres implosent, soleil neuf, givres évanouis, glaçons remontés des mers plus chaudes du sud, chaque rêve une bulle. Prends le rêve entre tes mains, ose-le. Et ose-le, c'est aussi la ville d'Oslo. Là, c'est tiré de L'Or des saisons, un recueil paru en juin de l'année dernière. Fissure du jour. Tu reviens quand de cet exil? Passe le temps, c'est les grésille. La porte grince qui sur ses gonds, sourire du prince, rien ne répond. Lèvres du vent, dis, tu reviens quand? Du creux de ton île, au rêve d'évader. Passe le temps, glisse l'argile, je n'ai pas vu que tu m'aimais. La terre tournait, le ciel déchu, étoile grise, ombre des nues. Dehors qui pleure ton rire si grand, tu reviens quand? Le chemin fait, mon âme seule. Le cours de l'eau, l'or des jours, le cœur d'un saule, défilé des feuilles, lumière larvée, l'herbe des berges, ronce des routes, le sang des autres, griffes mes doutes. Tu reviens quand? Fissure du jour, lumière si bleue perçant le mur de ma vie grise, m'inonder d'amour, pluie de l'azur sur ma peau tombée. Tu reviendrais, l'heure serait mûre, dérobant ma peine et tout mon ennui. Je n'ai pas vu que tu m'aimais. Verbiage. L'herbe dans le verbe, tracé vert des tiges, rectilignes, pleins et délayés des feuilles fines, incurvées, déroulées, enroulées. Dans l'herbe, le verbe du vert, l'herbe de rien. Tu t'en souviens, dis, de l'air du verbe? Inscrit dans le vert tapis des prairies, à hauteur des yeux couchés dans l'herbe, livrés aux libertés des lignes. Et nous figeons les mots, légers brins bien calqués, sur le blanc des herbiers entre deux feuillets, l'encre d'herbe sèche, sourire encore au milieu du carnet. Mystères et secrets, ivresse et vérité. L'herbe dans le verbe, à l'enverbe du vers, se tient la trêve, livre et cœur ouvert. L'été des rêves qui chantent, les cris libres, debout, roulez-roulez, couchés dans l'herbe. Merci beaucoup.